on a une interrogation, un vrai doute sur l'efficacité du travail, c'est-à-dire sur la productivité. Et donc je pense que la réponse en termes de bien-être, de croissance économique, de richesse, ne peut être que dans une augmentation de la durée du temps de travail. C'est ce qu'essaie de faire assez maladroitement notre président de la République. Économie et écologie sont-elles vouées à être définitivement opposées demain? Est-ce que le respect de la planète passe obligatoirement par la décroissance? Est-ce que le libéralisme est définitivement l'ennemi de l'environnement? Quand on écoute les différents intervenants de la scène médiatique, de la scène politique, on a bien l'impression que deux camps s'opposent. Sont-ils définitivement irréconciliables? Une voix pourtant s'élève et tente de faire la synthèse. Cette voix, c'est celle de Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP de Paris et essayiste. Dans la même année, en 2022, Jean-Marc Daniel, vous avez publié 2 livres, Vivement le libéralisme chez Talandier et Redécouvrir les physiocrates, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique. Jean-Marc Daniel, vous êtes le docteur Jekyll et Mr. Hyde de l'économie. Non, pas du tout, parce que je crois que les deux choses ne sont pas incompatibles. Et dans Mr. Hyde, il y a un côté négatif, c'est un monstre, Mr. Hyde. Je pense que les idées que je développe sont plutôt exclusivement Dr. Jekyll, c'est-à-dire elles sont positives et elles essaient de faire avancer effectivement le dossier d'un côté positif. Alors, juste sur ces deux livres, avant d'insister sur leur contenu, Vivement le libéralisme, c'est un florilège de mes articles parus dans le quotidien Les Échos. Je suis éditorialiste dans ce journal depuis un certain temps. Et pourquoi Vivement le libéralisme? Parce que Thomas Piketty a publié un livre qui s'appelle Vivement le socialisme, qui sont ses articles dans Le Monde. Alors je dis, moi, je pense que ce que nous attendons, c'est pas tellement le socialisme, parce que nous le vivons au quotidien. Ce que nous attendons, c'est le vrai libéralisme, c'est la liberté d'entreprendre. Et est-ce que c'est incompatible avec l'écologie? Je dis non. Et je prends comme exemple les économistes libéraux du XVIIIe siècle qui s'appelaient des physiocrates. Et physiocrates en grec, ça veut dire le pouvoir de la nature. Donc c'était des gens qui appelaient au respect de la nature et qui considéraient que la façon la plus claire et nette de respecter la nature, c'est d'être libéral. Alors justement, ces physiocrates, alors moi que je ne connaissais pas, qui sont donc du temps du siècle des Lumières finalement, ou presque, sont donc des économistes. Ça veut dire qu'on parlait déjà de nature, on parlait sans doute pas d'environnement, mais de nature à cette époque-là. Oui, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de spécialistes d'histoire de la pensée économique, ce sont les premiers vrais économistes. Et Charles Gide, par exemple, qui a écrit le premier manuel d'histoire de la pensée économique en France, donc Charles Gide, c'est l'oncle d'André Gide, le célèbre écrivain, fait commencer son histoire avec ses physiocrates. Ce sont des Français, ce qui est d'ailleurs assez agréable quand on s'intéresse à l'histoire de la pensée économique, parce que leurs textes sont en français. Après, tous les textes sont en anglais. C'est le moment où on peut effectivement se plonger dans les textes d'origine sans avoir de doute sur leur signification. Trois ou quatre personnages parmi eux qui sont assez célèbres. Le premier, c'est le leader, c'est le penseur de référence, qui est François Quesnay. Et François Quesnay, au départ, il est chirurgien. Et au XVIIIe siècle, si vous êtes chirurgien, vous êtes aussi barbier. Il manie les rasoirs pour faire les saignées, qui est l'acte médical de référence, et puis pour vous raser. Et il est le barbier de Louis XV. Et il explique qu'être économiste, ça suppose non seulement d'avoir des idées, mais d'avoir la capacité de les faire partager. Et de les faire partager par les puissants, en l'occurrence Louis XV, et par la population. Et donc il va créer un journal qui s'appelle Les éphémérides du citoyen, qui inspirera par la suite le fondateur de The Economist, qui dira effectivement, si on veut être véritablement utile en termes de sciences économiques, il faut diffuser ça auprès de l'opinion, il faut avoir un journal. Alors un autre personnage, c'est Dupont de Nemours, qui va faire l'éloge de la concurrence, qui va considérer en 1799, après le coup d'État de Bonaparte, que vraiment le pays, la France, est entre les mains de fous furieux. Et il va s'exiler aux États-Unis, où il va créer une entreprise chimique très connue, mondialement encore connue, même si elle a changé de nom. Le troisième que l'on peut citer, c'est Mirabeau, parce que Mirabeau est le père du célèbre révolutionnaire, et qui a écrit un livre qui s'appelait L'ami des hommes. Et le fils disait, il est peut-être l'ami des hommes, mais il n'est pas l'ami de sa famille, car il avait des rapports assez compliqués avec son fils, avec sa femme, etc. Et le quatrième qu'on peut citer, c'est Turgot, qui a été ministre des Finances, intendant général des Finances, sous tout début du règne de Louis XVI, et qui a essayé d'appliquer les théories des physiocrates.
Alors justement, quelles sont leurs théories? Puisque on est dans un siècle où la productivité, la machine arrive tout juste, quoi. On n'est pas Oui, encore, on on n'est commence. pas comme aujourd'hui, quoi. Non, non, on commence tout juste. Il y a des idées, alors des idées qui ont vieilli, ça c'est incontestable. Hein. C'était pas des savants totaux, c'était pas non plus des gens qui avaient une capacité de prémonition redoutable. Mais il y avait quelques idées forces qui, à mon avis, restent toujours pertinentes. D'abord, ils avaient choisi comme nom de s'appeler physiocrates parce qu'ils considéraient qu'effectivement, on ne peut pas créer de la richesse en s'opposant à la nature. Et il y a d'ailleurs un économiste du début du 19e siècle qui était le premier professeur d'économie en Prusse, donc il s'appelait Frédéric Ancillon, parce que quand on était ministre en Prusse au début du 19e siècle, on avait des ancêtres qui arrivaient de Nîmes. Donc le Frédéric Ancillon en question dit il y a trois façons d'appréhender l'économie. Il y a la façon chrysohédoniste, on est fasciné par la monnaie, on est fasciné par l'argent, et on considère que c'est l'État qui est le détenteur de la capacité à créer de la richesse en accumulant de l'or ou même en se faisant alchimiste, en créant de l'or. Donc c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Nous avons un État qui croit qu'il crée de la richesse parce qu'il imprime de la monnaie, fait du déficit budgétaire et prépare une crise d'inflation et de ruine de ce pays. Puis vous avez deux autres façons, une façon physiocratique qui consiste à considérer qu'on ne peut faire de la richesse qu'en s'appuyant sur la nature, en comprenant la nature, et je vais revenir sur ce qu'il disait, et puis une façon ponocratique, ponos en grec c'est le travail libre, et donc qui consiste à s'appuyer sur le travail. Moi ce que je dis c'est qu'il faut combiner les physiocrates et les ponocrates pour se débarrasser des chrysohédonistes qui, dans le langage moderne, s'appellent des keynésiens. Et donc, que disent plus précisément les physiocrates? Il y a quatre idées fortes chez les physiocrates. La première, c'est qu'il existe donc un ordre naturel, qu'on ne pourra pas créer de la richesse, on ne pourra pas organiser une société contre la nature. Et en particulier, ils insistent sur un aspect de cet ordre naturel, c'est que cet ordre naturel nous fournit de l'énergie, et cette énergie, elle nous arrive par le soleil. Et donc l'enjeu de l'humanité, c'est de maîtriser le soleil. Mirabeau, dont je parlais à l'instant, dit l'agriculture, la sylviculture, ça consiste à utiliser le soleil de demain. On plante un grain, puis on attend un an, le soleil agit pendant un an, et au bout d'un an, on a un épi. Et il y a le soleil d'hier, ça c'est le charbon. C'est plutôt Dupont de Nemours d'ailleurs qui met ça en avant. Le charbon, c'est les forêts d'il y a des millions d'années. Et Mirabeau dit, mais le véritable enjeu de l'humanité. C'est du stockage d'énergie solaire. Solaire, voilà, voilà. Et il dit, Mirabeau dit, le problème c'est que le soleil il est là tous les jours. Donc pourquoi aller chercher le soleil d'hier ou le soleil de demain quand il y a un soleil d'aujourd'hui? Et donc, il demande à ce qu'on trouve le soleil d'aujourd'hui. Et je dis, il faut trouver le soleil d'aujourd'hui. On devrait, c'est le rôle des physiciens. Ça s'appelle l'éolien, ça s'appelle les panneaux solaires, ça s'appelle les fours solaires. Utilisons mieux, utilisons davantage le soleil d'aujourd'hui. Alors, la deuxième idée, c'est que on ne s'occupe avec force, avec efficacité, avec respect de la nature que si on en est propriétaire. Si on n'est pas propriétaire de quelque chose, assez rapidement, on s'en désintéresse. Soit on le massacre, soit on l'ignore, soit on l'abandonne, et donc le droit de propriété est essentiel. La troisième idée qui est importante, c'est que... C'est quand même à l'inverse de Proudhon, qui oui, est un peu contemporain, qui lui disait la propriété, c'est le vol. Oui, le siècle d'après, eux, ils disent vraiment la propriété. Alors, ce qui est important, d'ailleurs, c'est que je cite dans le livre l'article économie de l'encyclopédie, donc, qui est de Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Rousseau fait dans cet article, ce qui est assez paradoxal, une véritable apologie du droit de propriété. Paradoxal parce que dans son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il condamne le droit de propriété. Il dit la propriété, c'est l'origine de l'inégalité et donc c'est l'origine des malheurs des malheurs actuels. Et donc bon, mais il n'était pas une contradiction près, c'est qui fait le charme de ce penseur. Et son défense de la propriété privée est assez bien vue. Et donc la propriété privée, troisième élément, si on veut être capable de s'exprimer, il faut qu'on se compare. Et pour se comparer, la pulsion moyenne, c'est d'avoir des concurrents. Donc, troisième idée, il faut qu'il y ait des concurrents. Et quatrième idée, pour se projeter dans l'avenir, il faut qu'on ait un rapport à l'épargne qui soit un rapport à l'épargne, là aussi, correctement informé. Donc, il ne faut pas que le mouvement d'épargne soit perturbé par l'intervention d'un agent économique qui a un rapport à l'avenir, à l'épargne totalement farfelu. Et ça, c'est l'État. Et donc, il faut que l'État équilibre ses comptes pour ne pas emprunter et perturber le marché de l'épargne. Et moi, je trouve ces quatre idées assez intelligentes.
On respecte la nature en allant chercher le soleil, on respecte la propriété privée, on fait de la concurrence et on équilibre les comptes publics. Alors, on a bien compris la portée symbolique du soleil, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de dire qu'en 2000, au XXIe siècle, il faut faire que du photovoltaïque. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs ce vers quoi on tend. Quand vous regardez effectivement le discours d'un certain nombre de spécialistes, c'est de dire vraiment, il faut... Parce que l'hydraulique, tout ça, c'est du soleil. Ce qui n'est pas du soleil, c'est le nucléaire. Et ce qui est du soleil, mais le soleil nocif, le soleil d'hier, c'est le pétrole et le charbon. Et donc, si on veut sortir du pétrole et du charbon, il y a le nucléaire, c'est ce que disent des gens comme Jean-Marc Jancovici, qui dit vous pouvez essayer d'avoir des éoliennes et tout ça, mais vous n'aurez pas assez de place pour installer toutes les éoliennes, donc il faut faire du solaire. Moi, je prétends que ce qu'il faut demander aux physiciens, c'est le soleil, c'est le vrai soleil, cette énergie colossale qui nous envoie. Je ne sais pas quelle est la masse d'énergie qu'on reçoit, que la Terre reçoit tous les jours par l'intermédiaire du soleil, mais c'est colossal. Alors c'est intéressant parce que ce que vous venez de décrire, c'est un peu l'inverse de ce qu'a fait le libéralisme pendant la révolution industrielle et pendant les années qui sont venues. En tout cas, c'est ce qui est reproché au libéralisme par les détenteurs de l'idéologie environnementaliste. Oui, ce qu'il reproche, c'est d'avoir utilisé le charbon. Et le charbon a été une bénédiction, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire qu'avant le charbon, on était dans ce que, donc je cite d'ailleurs dans plusieurs de mes livres, Angus Deaton, qui est le prix Nobel de 2015, qui parle de l'humanité prise dans ce qu'il appelle le piège nutritionnel. Et il dit, avant le charbon, il est incontestable que chaque fois que la population augmentait, ça avait un côté positif normalement puisque ça augmentait la quantité de travail, mais ça avait un côté négatif, c'est que ça a affamé une partie de la population. Une partie de la population. Et donc, pourquoi est-ce que le charbon a été une solution? Parce qu'il a permis de consacrer plus de terre à l'agriculture, puisqu'on a pu déboiser. L'énergie sous forme de bois a disparu et elle a été remplacée par le charbon. Et ensuite, parce que le charbon a nourri, ce qui explique assez bien Deaton, deux choses. Il a nourri une pensée physique, la thermodynamique, qui a permis de mieux comprendre les fonctionnements de l'énergie. Les grands principes de la thermodynamique naissent au XIXe siècle à partir des enjeux autour de la machine à vapeur. On veut comprendre. Et à partir du moment où on comprend mieux la vapeur, le charbon, on comprend mieux l'énergie, on comprend mieux ce qui va devenir tout notre monde contemporain. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une chimie du charbon. Et cette chimie du charbon aussi va améliorer à la fois les conditions de vie, mais tout un tas de produits vont se caler grâce à la chimie du charbon. Le problème du charbon, c'est qu'on s'est aperçu qu'il avait des effets négatifs. Et donc, il ne faut pas lui enlever ses mérites. S'il n'y avait pas eu le charbon, on vivrait comme au XVIIIe siècle, et je pense que la population n'imagine pas ce que ça signifierait que de vivre comme au XVIIIe siècle. Ce que vous êtes en train de faire, c'est nous montrer qu'il y a une opposition entre ceux qui sont pour le progrès et qui pensent que le progrès va peut-être résoudre tous nos problèmes, ce qui a été le cas au XIXe siècle, au XXe siècle. Mais aujourd'hui, quand vous nous dites... Et les autres qui pensent qu'il faut arrêter le progrès parce que de toute façon, à un moment, il faut que ça cesse. Et quand vous dites qu'il faut qu'on trouve un moyen, que les scientifiques nous trouvent un moyen de mieux capter l'énergie du soleil, vous êtes de nouveau dans l'idée que le progrès va nous sauver tous. Absolument. Je pense que effectivement le progrès, la recherche scientifique, l'inventivité, la créativité humaine est la solution. C'est-à-dire que proposer de revenir non pas au XVIIIe siècle, mais vous avez un certain nombre d'écologistes qui disent, alors j'appelle ces gens-là des pagano-gauchistes parce qu'ils sont fascinés par la nature, pas la vraie nature, la nature telle que effectivement une religion peut la fantasmer. C'est ça le paganisme, c'est de donner à la nature une dimension religieuse. Et puis gauchiste parce que l'essentiel de leur propos, c'est de critiquer le capitalisme. C'est pas de s'interroger sur les bienfaits de la société actuelle, les travers qu'elle peut avoir, les difficultés qu'elle impose à l'humanité, tout ça. C'est de véritablement vouloir détruire le capitalisme par principe. Donc eux, il y a toute une partie qui dit, écoutez, on est au courant, vous avancez le fait que effectivement au XIXe siècle, ils ne savaient pas. Ils voyaient s'améliorer. Mais on est au courant des dangers sur la planète et sur l'avenir même de l'humanité depuis le rapport Meadows de 1972.
Donc, revenons au niveau de vie de 1972. Considérons que depuis 1972, toute la croissance qui s'est accumulée a été une erreur, parce que nous savions qu'elle était pénalisante, qu'elle menaçait notre avenir, qu'elle menaçait la survie même de l'espèce, et on a continué. Donc, il faut corriger ça, donc il faut revenir à 1972. Je pense que personne n'imagine ce que ça signifierait en vie quotidienne. Regardez, la campagne électorale récente s'est faite sur « on manque de pouvoir d'achat ». Et vous allez dire aux gens, mais rassurez-vous, il n'y a pas de problème. On va vous redonner le pouvoir d'achat de 1972. Je pense qu'il y a Et le confort. Et le confort de 1972. Il y a beaucoup de gens qui, bien que ce soit dans la période des Trente Glorieuses, ne se souviennent pas concrètement ce que c'était que la vie en 1972, qui n'était pas monstrueuse, mais en fait qui n'avait rien à voir avec le confort que nous avons. Je prends assez souvent comme exemple la valeur du SMIC en 1972. Le SMIC en pouvoir d'achat, converti en euros d'aujourd'hui, c'était 600 euros. Bon. Aujourd'hui, 600 euros, c'est quoi? C'est le RSA. C'est-à-dire qu'en 1972, pour avoir le niveau de vie de quelqu'un qui a le RSA, il fallait travailler 40 heures par semaine avec 4 semaines de congés payés dans l'année. Donc il y a quand même une amélioration considérable du niveau de vie, du train de vie, de l'organisation de la vie de la population. Lui dire vous allez revenir en 1972, c'est inacceptable. Donc c'est un programme qui est irréaliste, qui est purement utopique, mais au sens le plus négatif du terme. Alors, sans aller jusqu'à 1972, est-ce qu'il est entendable que, effectivement, la science ne va pas pouvoir... Enfin, il ne faudrait pas que la science arrive à résoudre tous nos problèmes, parce que ça va être la fuite en avant permanente. C'est-à-dire, en fait, pas mal de gens disent que les hommes ne sont pas assez raisonnables pour arriver à se maîtriser ou se gérer eux-mêmes, et donc si on leur donne à chaque fois la solution pour capter du CO2, pour renforcer le pouvoir du soleil, ils vont toujours faire n'importe quoi. Oui, alors cette idée que tout progrès est forcément négatif est une idée très ancienne. On cite assez souvent le procureur du procès de Galilée qui va le voir et qui lui dit « vous avez probablement raison ». Mais enfin, est-ce qu'elle sera plus heureux après? On a trouvé un équilibre de vie. Et restons-en là. C'est peut-être pas la peine de vouloir systématiquement chercher à mieux faire. Le mieux est ennemi du bien. On a trouvé un équilibre, restons-en là. Moyennant quoi, heureusement que Galilée, alors bon, il s'est écrasé, mais il y a des gens qui ont repris les propos de Galilée et qui ont avancé. Et donc, je crois que contre le progrès, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude un peu d'un grand Bordelais que j'admire beaucoup, qui est Jacques Ellul, qui dénonçait le bluff technologique. Il disait la technologie n'existe pas pour améliorer le bien-être des gens, elle existe pour satisfaire l'ego des ingénieurs. Bon, mais oui, je pense qu'il y a chez les ingénieurs, chez les savants, chez une forme d'ego aussi. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui, c'est Archimède qui crie Eureka, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé. Bon. Mais le résultat, c'est que la vie quotidienne des gens s'en trouve modifiée et, je maintiens, améliorée. Et l'autre attitude, c'est de dire oui, mais ça va tellement vite que ça va détruire des emplois et ça va plonger toute une partie de la société dans le chômage. Et donc là aussi, le progrès technique a modifié les emplois, mais il n'a pas modifié le nombre d'emplois. Il a modifié la quantité de travail sans modifier vraiment la quantité de travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on travaille... les règles de Schumpeter. Voilà, c'est absolument. On détruit, puis ça crée. Et d'abord, on travaille moins, chaque individu travaille moins. Sous Louis-Philippe, qui est la période où on travaillait le plus, on travaillait 3200 heures par an. Maintenant, on travaille 1600 heures par an. Et puis, les métiers qu'on faisait sous Louis-Philippe n'ont rien à voir avec les métiers que l'on fait aujourd'hui. On vivait moins longtemps. On vivait moins longtemps, on vivait moins bien, on vivait dans des situations sanitaires beaucoup moins enviables que maintenant. Donc, le progrès technique, la science sont toujours positives. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toujours des savants pour critiquer ce qu'ils font eux-mêmes. C'est-à-dire que l'arme atomique a été critiquée par les gens qui l'avaient mise au point, alors que l'arme atomique a débouché sur l'énergie nucléaire. Et donc le nucléaire civil, jusqu'à présent, a plutôt fait ses preuves. Oui, on a un peu ce discours sur l'intelligence artificielle. Oui, alors maintenant, là, ce discours sur l'intelligence artificielle, je cite assez souvent un échange qui avait lieu entre Lamartine et Arago. Donc je disais à mes étudiants, voilà, je donnais d'un côté le personnage, je disais Arago, je rappelais qui était Arago, parce que plus personne ne sait qui c'était. Je dis c'est un grand savant, grand républicain, personnage clé de la Révolution de 1848, et qui est un des fondateur, mais pas le premier, mais un des fondateurs de la thermodynamique. C'était pas le plus grand savant de thermodynamique, mais enfin qui... Et en face, je dis, il y avait Lamartine, le poète, Songe creux, tout ça.
Et donc je leur mets 2 textes et je leur dis qui est Lamartine, qui est Arago. Et alors Arago dit, écoutez, il faut arrêter avec les chemins de fer, les machines à vapeur et tout ça, parce que si vous mettez des gens dans un véhicule qui se déplace à plus de 50 km/h, tout va exploser, leur cœur va exploser, leur chair va exploser. Bon. Et Lamartine dit, mais pas du tout, il faut... C'est le voyage. Ah, c'est le voyage. Avec le chemin de fer, on sera en temps de temps à Rome, on sera en temps de temps à Séville. Enfin, bon. Donc, et alors, les étudiants hésitent un peu, parce que le texte de Lamartine est tellement empoulé, tellement caricatural, qu'on pense bien que c'est pas Arago. Mais de notre côté, Arago, ça ne devrait pas être celui qui critique la science. Et pourtant, c'est lui qui critique la science. Est-ce que vous pensez que vous pourriez que les écologistes ou ceux qui défendent la décroissance pourraient un jour se réconcilier avec des gens qui pensent comme vous? Non, je ne pense pas. Et je pense d'ailleurs que... Parce que le mot décroissance, vous le détestez à vie? Complètement. D'accord. Ce que je pense d'ailleurs, c'est qu'ils sont dans une démarche qui est une démarche... Alors là aussi, c'est ce qu'analyse Francis Fukuyama, qui est le grand politologue américain, qui s'est fait connaître en disant que c'était la fin de l'histoire. Comme personne n'a lu son texte, tout le monde a dit c'est idiot, sans s'apercevoir que c'était assez bien vu. Et alors il dit justement que depuis l'échec du communisme, la forme de gauche révolutionnaire, utopique et tout ça, a renoncé à exercer le pouvoir. Et donc elle va développer des idées tellement extrêmes que ça la met à l'abri de toute menace d'accéder au pouvoir. Et donc je mets la décroissance parmi les idées extrêmes dont l'objet est d'être sûr de ne jamais accéder au pouvoir. À partir de ce moment-là, vous gérez une sorte de magistère intellectuel. Vous apportez le savoir, la sagesse, mais de l'ermite, de l'incompris. Bon. Et je crois que c'est totalement vain et inutile. En revanche, je pense qu'il y a des outils à mettre en place pour éviter l'explosion de la nocivité, notamment des gaz à effet de serre. Et donc dans le livre et dans un certain nombre de mes papiers, dans les 2 livres d'ailleurs, je rends assez systématiquement hommage à William Nordhaus, donc, qui est un économiste américain qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur le réchauffement climatique. C'est une des bêtes noires des écologistes. C'est un monstre, parce qu'il dit il y a 3 idées à retenir. La première, il faut une taxe carbone pour inciter les gens à ne pas consommer La deuxième, il faut utiliser la taxe carbone pour subventionner la recherche sur les énergies renouvelables. Et la troisième, c'est il faut faire appel au bon sens des gens, à la sobriété. C'est-à-dire, les gens, si vous leur dites... et moi, je pense que c'est la bonne solution. Vous savez, les gens qui envahissent les assemblées générales de Total, ça m'a amusé parce qu'il y a un journaliste qui a souligné ça. Ils étaient dans un bus qui s'était arrêté dans une station Total pour faire le plein. Donc, ils venaient dénoncer l'action de Total, mais si Total n'avait pas existé, ils n'auraient pas été en capacité d'accéder à l'endroit où ils venaient contester l'action de Total. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier le problème, ça veut dire qu'il faut lui apporter des solutions concrètes et respectueuses de la liberté des gens. Parce que dans vos activités de professeur, vous êtes au contact de la jeunesse. Alors, est-ce que cette jeunesse est effectivement très écolo-compatible? Ah, elle est plus que ça, elle est radicalement écolo-compatible, elle est très impliquée là-dedans. Et ça vous embête ou vous dites... Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'elle a conscience du problème. Je pense qu'effectivement, l'enjeu pour elle, c'est qu'on lui apporte une réponse. Mais moi, ma génération, elle était indignée, pas comme toute jeunesse, elle était indignée par des injustices, ce qu'elle vivait comme étant des injustices, par les malheurs, et donc... Il faut que jeunesse se passe, ce que vous êtes en train de me dire. Oui et non, parce que je pense que à cette jeunesse-là, on lui a apporté une réponse qui était soit le Parti communiste, soit la réforme. La réforme du néolibéralisme, c'est-à-dire bon, et cette jeunesse-là, elle a fini par s'apercevoir que le Parti communiste, c'était une aberration, et que le véritable moyen de lutter contre la pauvreté, c'était la croissance économique. Et donc la jeunesse qui maintenant s'indigne à juste titre des menaces que l'on fait poser sur la planète, eh bien, elle s'apercevra que la décroissance, ce n'est pas la solution, comme le Parti communiste n'était pas la solution, et que la solution, c'est encore la concurrence, la taxe carbone, la sobriété. Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, on a une inflation qui est visiblement très durable maintenant. Alors, non, je ne crois pas. Je reviendrai là-dessus. En tout cas, il y a une inflation, et il y a notamment une inflation sur les matières premières. Alors, est-ce que si vraiment les matières premières se raréfient,
est-ce que finalement on ne va pas avoir une vie qui va augmenter obligatoirement, puisque ce qui est rare est cher pour faire un raccourci? Oui, absolument. Alors d'abord, effectivement, il n'y a pas d'inflation parce que l'inflation, c'est une hausse générale et durable des prix. Or, les prix ont commencé non seulement à se stabiliser, mais même voire à baisser. Et en particulier le prix des matières premières. Il y a, alors Toujours pas dans le caddie de la ménagère, visiblement. Ah oui, oui, le caddie de la ménagère n'a toujours pas vu que le prix du blé avait baissé. Le prix du blé a été divisé pratiquement par 2 depuis août dernier. Et elle ne l'a pas vu encore, la ménagère, mais elle va finir par le voir. Et à la pompe, le prix du pétrole a considérablement baissé par rapport à ce qu'il était, et même par rapport à ce qu'il était il y a 20 ans. Je rappelle qu'en 2008-2009, on était à 150, 145, 150 dollars le baril. On est à 70 dollars le baril, avec en plus un marché noir autour du pétrole russe qui fait baisser encore plus le prix. Donc les matières premières n'augmentent pas, et justement, tout le problème de l'humanité, c'est en permanence d'avoir un temps d'avance sur la raréfaction de ces matières premières. Et donc, les matières premières qui sont vraiment, ce sont celles qui se détruisent, celles qui disparaissent. Le charbon, vous le brûlez, il n'y a plus de charbon. Le pétrole, vous le brûlez, il n'y a plus de pétrole. Le cuivre, vous l'utilisez, il y a toujours du cuivre. Le problème, c'est de savoir comment est-ce que vous l'utilisez. Est-ce que vous pouvez améliorer son utilisation? Est-ce que vous pouvez l'utiliser dans des lieux ou dans des objets différents de ceux où vous l'utilisiez avant, dans un objectif d'améliorer encore le niveau de vie de la population. Or, l'enjeu de ce qui se détruit, qui est essentiellement de l'énergie, c'est, je maintiens, de trouver le soleil. Et donc, quant à l'inflation que l'on vit en ce moment, c'est-à-dire les hausses des prix, les gens ne réalisent pas, mais il y a un effet de rattrapage, il y a un effet conjoncturel qui est lié à la guerre en Ukraine, mais surtout il y a un effet de rattrapage. Dans la période où il y a eu vraiment de l'inflation, en France, on commence en 1966 et ça s'arrête en 1986 lorsque Delors impose une politique monétaire restrictive. Et donc en 2-3 ans, on casse l'inflation. Et donc sur cette période 66-86, les prix augmentaient en moyenne tous les ans de 8%. Et les salaires aussi. Et les salaires suivaient. Le seul moment où le pouvoir d'achat a baissé, c'est en 82-83, au moment de la politique de rigueur, et le gouvernement de l'époque a retiré en pouvoir d'achat plus qu'il n'avait donné en 81, à cause du déséquilibre extérieur, parce que le pays vivait largement au-dessus de ses moyens. Mais si vous regardez depuis donc la BCE qui fête ses 25 ans, enfin bon, mais l'euro, on commence en 2002, vraiment dans la vie quotidienne des gens, donc il y a 20 ans. Et si vous regardez l'évolution des prix depuis 2002, eh bien, vous avez, en tenant compte de la situation d'aujourd'hui, vous avez une hausse moyenne des prix de 1,4% par an. Donc il y a des effets de rattrapage, il y a des prix on a oublié, mais il y a des années où les prix baissaient. C'était d'ailleurs la grande angoisse. C'était, est-ce que nous n'allons pas vivre une période de déflation avec tout ce que ça signifie en termes de ralentissement de l'investissement, en termes de consommation bridée par l'attente de prix encore moins importants, en termes de stagnation des salaires. Alors l'autre sujet qui est très présent, et en plus on se dit que pour la transition écologique ou environnementale ou climatique, appelons-la comme on veut, ça serait un bon sujet, ce serait que la puissance publique investisse dans ces sujets-là. Malheureusement, on a une dette qui a l'air complètement incontrôlable, ou en tout cas énorme. Donc on est coincé. C'est-à-dire que la transition écologique, elle n'existera pas, notamment parce que l'État n'a plus les moyens de... Oui, l'idée étant que s'il faut que ce soit l'État qui le fasse. Moi je dis c'est pas à l'État de le faire. Est-ce que, je parle des chemins de fer, est-ce que c'est l'État qui a construit le réseau de chemins de fer? Est-ce que c'est l'État qui a construit les réseaux de distribution des eaux? Est-ce que c'est l'État qui a électrifié le pays? Vous savez, Oui, mais on est au 19e siècle, là. Mais même récemment, prenez 1946, on nationalise. Bilan de l'opération, on a renationalisé EDF en catastrophe, parce que l'entreprise, c'est une entreprise gérée par l'État et perclue de dettes, n'est pas capable de tenir ses engagements, a des sureffectifs invraisemblables, une durée du temps de travail qui fait rire un peu partout à la surface de la planète. 1946, quand on nationalise, il y a 363 compagnies d'électricité. 363 compagnies d'électricité, on dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si ce n'est que la France est le pays où il y a le plus de ménages qui ont l'électricité. Donc c'est le secteur privé qui va résoudre les problèmes. Il faut lui laisser. Sauf que il faut deux choses. La première chose, c'est que il faut qu'on lui donne un cadre. On lui dise voilà,
Bon, donc le prix du carbone, ce sera tant. Donc on lui fait une taxe carbone. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement qu'on lui laisse récupérer l'épargne. Et donc que l'État, non pas dépense en se réendettant, mais commence à se désendetter. D'ailleurs, c'est ce que n'arrête pas de dire notre ministre. On en parle beaucoup. On va se désendetter. Oh là, cette fois-ci, c'est l'année où on se désendette. Mais le désendettement, c'est comme l'horizon. Plus on s'en approche, plus il s'éloigne. Et puis on se rapproche d'élections aussi. Oui, absolument aussi. En plus, l'élection n'est pas favorable, du moins dans la pensée de nos dirigeants, parce que je crois qu'ils se trompent sur l'état d'esprit des Français. Ils commencent à s'inquiéter. On le voit bien, il y a un vieux mécanisme que mettent en avant les économistes, c'est ce qu'on appelle des mécanismes d'épargne ricardienne. C'est-à-dire que quand vous sentez que l'État est totalement à la dérive, vous mettez de côté de l'épargne en vous disant il va falloir, on va subir bientôt soit une razzia fiscale, soit une baisse assez importante des services rendus, et donc il faudra qu'on ait mis de l'argent de côté pour faire face aux impôts supplémentaires ou pour pouvoir se payer avec cet argent des services privés qui vont émerger en substitution. Pour reprendre le titre d'un de vos ouvrages, il n'y aura plus d'argent magique? Alors je crois que l'argent magique est toujours là, mais que l'argent magique, c'est fondamentalement le fait que la dette publique était rachetée par la Banque centrale. Et je pense que là, les banques centrales sont dans une... D'abord, elles profitent du discours sur l'inflation pour remonter leur taux d'intérêt, parce qu'on ne pouvait pas vivre éternellement avec des taux d'intérêt négatifs. Le temps, ça se paie. Et le risque aussi. Et le risque aussi, exactement. Et la deuxième chose, c'est que les banques centrales se disent que si on veut discipliner les États, il faut leur dire justement qu'on ne rachètera pas la dette. Donc il n'y aura plus d'argent magique. Le véritable enjeu, c'est le réglage fin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter brutalement, parce qu'à ce moment-là, on va plonger un certain nombre d'États dans une situation dramatique, mais il faut quand même mettre le haut là. Il faut bien voir que les premiers États qui sont en train d'être secoués, notamment par la hausse des taux d'intérêt, c'est comme dans les années 80, c'est les États des pays émergents. Le FMI identifie 57 pays qui sont potentiellement en cessation de paiement, dont des pays auxquels on ne s'attendait pas. Les deux derniers pays qui ont donné des signes d'alerte, c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui étaient deux pays vécus comme étant des élèves modèles de l'Afrique, et chacun avec une particularité. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est dans la zone franc, donc il y avait une discipline qui était celle de la zone franc, mais le Ghana n'est pas dans la zone franc, et on pouvait dire, au contraire, il a pas ses contraintes néocoloniales de la zone franc, mais le Ghana qui était effectivement le symbole, voilà, après la chute du mur de Berlin, d'une économie qui s'était ouverte, d'une économie qui avait été dynamique, d'un pays qui était... et ils ont fait défaut il y a 3 mois. Jean-Marc Daniel, comment vous voyez demain? Alors demain, écoutez, demain, je pense que il y a 3 éléments qui vont jouer d'une façon générale, mais en particulier pour la France. Je pense que par rapport aux périodes antérieures, on a une interrogation, un vrai doute sur l'efficacité du travail, c'est-à-dire sur la productivité. Et donc je pense que la réponse en termes de bien-être, de croissance économique, de richesse, ne peut être que dans une augmentation de la durée du temps de travail. Et donc, c'est ce qu'essaie de faire assez maladroitement notre président de la République. Il a cité 17 fois le mot travail dans ses vœux, et donc la conséquence, c'est le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la gauche soit contre, je trouve ça naturel, ils sont payés pour ça. Que l'extrême droite soit contre, je trouve ça naturel, ils ne sont pas payés, ou ils sont payés, ou ils comprennent rien, donc ils sont là pour ça aussi. Mais que des gens qui prétendent avoir vocation à être au pouvoir, je pense à la droite qui se dit républicaine, je pense à ce groupe bizarre qu'on appelle l'IOT, là, donc, qui essaient de faire passer en disant non, 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 surtout pas 64 ans, c'est insupportable, on revient à Dickens et tout ça, enfin c'est invraisemblable. Et donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui va être nécessaire dans ce pays pour augmenter la durée de temps de travail, prise de conscience qui se fait un peu partout. Je rappelle quand même que le gouvernement de centre-gauche en Espagne a reporté l'âge de départ à la retraite à 67 ans, mais je pense qu'il faut mobiliser complètement toutes les dimensions de travail. La deuxième chose qui est importante, c'est que je pense qu'il va falloir repenser au niveau mondial les solidarités, parce que les vieux et les jeunes ne seront pas au même endroit.
On le voit bien, le Japon, c'est 30% de la population qui a plus de 60 ans. Des petits modèles qui vous disent quand le Japon va disparaître. Il y a des Japonais maintenant qui vous disent, vous savez, l'empereur sera tout seul à telle date. À la vitesse à laquelle diminue notre population, l'empereur va se retrouver tout seul dans son grand palais, voilà, à telle date. Donc, et simultanément, vous avez une jeunesse qui, on le voit, en Afrique, en Inde, le fait que l'Inde est en train de tailler des croupières à la Chine, c'est lié non seulement au fait qu'il y a un peu plus d'habitants en Inde qu'en Chine maintenant, mais surtout la moyenne d'âge en Inde est nettement inférieure à celle de la moyenne d'âge en Chine. Et donc le troisième élément, c'est le soleil. Quand est-ce qu'on va le récupérer, le soleil? Et donc là, je suis relativement optimiste. C'est-à-dire que je pense que, d'abord, quand on dit, à partir de 2035, plus de moteur thermique. Alors, face à ça, vous avez ceux qui disent, oui, bon, c'est irréaliste, on s'en fout. De toute façon, on fera comme pour... on mentira comme on l'a fait sur les particules et tout ça. On trouvera un logiciel qui nous permettra de mentir et puis on fera plaisir à... Bon. La deuxième attitude, c'est l'attitude japonaise, qui est de dire ça se fera, mais pas partout. Et donc, puisque les Chinois, les Américains sont sur le moteur électrique, nous, on va garder des moteurs thermiques améliorés qui seront utilisés en Afrique et tout ça, mais on va les améliorer. Et puis, la troisième attitude, c'est oui, oui, allons-y. À ce moment-là, c'est un peu l'attitude du PDG de Stellantis, Carlos Tavares, qui dit, bon, écoutez, 2035, d'accord, on va faire au mieux, on ne peut pas vous garantir que ce sera 2035, ce sera peut-être 2040, mais on va arriver à faire un système avec des moteurs électriques efficaces, qui ne pèsent pas trop lourd et tout ça, sauf qu'il faudra qu'il y ait de l'électricité. Et donc... et on revient au soleil. On revient au soleil. Il faut de l'électricité, c'est soit de l'uranium, soit du soleil. Soit de l'hydrogène, donc du soleil. L'hydrogène, c'est du soleil, oui. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. Merci pour ce tour d'horizon très intéressant. Moi, je rêve de vous entendre avec un adepte de la décroissance un de ces jours pour voir ce que ça fait. Ah, mais j'ai fait ça. Bon, j'ai fait ça dans un numéro de La Croix qui est apparu il y a 3 semaines, je crois. Je vous renvoie à ce numéro de La Croix. Et donc, ce serait bien de le voir en vrai devant les caméras pour voir ce que ça donne, pour voir si, à un moment, il se passe un début d'accord ou jamais. Non, mais ça reste courtois. Il n'y a pas d'accord, mais nous restons courtois. Merci.